Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins de la Basse-Lièvre et du Cœur des Vallées, qui se distinguent par leur nature coopérative et leur implication au sein de la communauté. Jeudi 22 novembre 2012. À Infomag ce soir, l'hôpital de Papineau à la fine pointe de la technologie. Projet d'économie sociale pour le club nomade. Les élèves de l'école Monseigneur Charbonneau marchent contre l'intimidation. Et une entrevue sur la violence faite aux femmes. Bonsoir, mesdames, messieurs. Voici maintenant Infomag, votre magazine d'information locale. Eh bien, l'hôpital de Papineau devient le premier centre hospitalier en Outaouais à se doter d'un analyseur PCR qui permet de détecter les porteurs de bactéries multirésistantes aux antibiotiques jusqu'à 20 fois plus rapidement que la technologie utilisée actuellement dans les autres hôpitaux. L'acquisition de cet appareil a été rendue possible grâce à la générosité des citoyens, alors que la Fondation Santé de Papineau a remis un chèque de 92 000 $ et que le Club Lion de Buckingham a fait un don de 46 000 $. On peut noter que les hôpitaux doivent obligatoirement faire passer des tests aux patients si on soupçonne la présence de bactéries telles le C. difficile ou la grippe A-H1N1. En attendant les résultats, les patients étaient confinés dans leur chambre jusqu'à 72 heures et toute une série de mesures de précaution étaient mises en place. Avec l'arrivée de la nouvelle technologie PCR, les résultats sont connus maintenant en 3 heures, ce qui évidemment simplifie de beaucoup la vie autant du patient que du personnel médical. On peut noter qu'à peine une dizaine d'établissements au Québec utilisent cette nouvelle technologie. La directrice générale adjointe et responsable du programme de prévention des infections au C3S de Papineau, Ginette Gingras-Delorme. Là, je vais vous donner un exemple dans le dernier mois. Dans le mois d'utilisation d'un appareil, selon la procédure de dépistage de bactéries multirésistantes, à l'admission, on faisait un prélèvement. Sur 140 dépistages, on a eu 3 cas qui se sont révélés positifs. On a pu instaurer rapidement autour de ces patients des mesures de précaution. Le temps de contact avec les autres patients ont dû être limité. Donc, le risque de transmission est faible. Il y a moins de 24 heures de contact. Actuellement, lors du transfert de patients en provenance de d'autres établissements de santé, on place d'emblée cette clientèle en isolement en attendant les résultats de dépistage. On a procédé 6 fois à des tests de cette clientèle et tous se sont révélés négatifs. Imaginez-vous 3 heures pour une mesure de protection par rapport à 72 heures. C'est mardi dernier que le ministre des Finances, Nicolas Marceau, a présenté à l'Assemblée nationale le tout premier budget du gouvernement minoritaire de Pauline Marois. Pour les citoyens, pas d'augmentation d'impôts pour les contribuables qui gagnent moins de 100 000 $, mais on note une augmentation marquée de la taxe sur le tabac et sur l'alcool. De son côté, le chef d'Action Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin, se dit assez satisfait du budget, bien qu'il avoue ne pas avoir eu l'occasion de l'étudier en profondeur. Bien, évidemment, j'ai regardé rapidement. C'est un document de 400 pages. Là, ça fait que ce que je peux déjà dire, c'est que j'ai... d'abord, je suis content que le pacte fiscal soit reconduit. Ça, pour les villes, c'est extrêmement important. On parle de plusieurs millions de dollars. Là. Juste à Gatineau, la dernière année, c'était 21 millions. Ce qui m'inquiète, c'est que dans le budget, on parle d'associer le pacte à certaines actions de la ville. Et c'est là où moi, je suis un peu découragé. C'est que les villes sont assez grandes pour savoir où est leur priorité. Je pense que ça devrait se décider localement, pas à Québec. Fait que ça m'inquiète un peu parce qu'on sent qu'ils veulent aller dans la même tendance qu'Ottawa qui impose certaines dépenses. Donc ça, pour moi, c'est inquiétant. En ce qui concerne la construction du terrain synthétique dans l'est de la ville, donc à l'école secondaire Hormidas-Gamelin, M. Pedneau-Jobin ne croit pas pour le moment que le projet soit menacé, mais il doit étudier le budget avant d'en être convaincu. Le maire de Gatineau, Marc Bureau, a perdu patience mardi après-midi dans la réunion préparatoire au conseil municipal du soir, reprochant au parti Action Gatineau de laisser entendre qu'il y a corruption à Gatineau. Voici donc les faits. Action Gatineau a présenté 2 projets de résolution pour les faire adopter en soirée.
Dans un premier temps, on souhaitait que le futur portail de données libres de la Ville diffuse tous les contrats octroyés depuis 2002. Par ailleurs, on a également présenté un projet de résolution pour la création d'une corporation des marchés publics. M. Bureau soutient qu'Action Gatineau a présenté ses projets de résolution à la toute dernière minute, ce que réfute le chef intérimaire du parti, Maxime Pedneau-Jobin. D'abord, c'était 2 jours à l'avance, puis encore une fois, ça prend pas un doctorat pour prendre ça prend pas une analyse de des semaines là, pour savoir si on le fait ou si on le fait pas. C'est un choix qu'on a à faire. Et on va le faire de toute façon, mettre ça sur Internet. Parce que la loi nous l'exige, on va faire un registre. Fait que faire la dépense maintenant ou la faire plus tard, moi je pense que dans le contexte dans lequel on est, c'est mieux de la faire maintenant. Il l'avait reçu 2 jours à l'avance, moi je pense que c'était suffisant. Puis de toute façon, c'est trop tôt, des fois c'est trop tard. Ce que M. Bureau veut, c'est pas d'opposition. Puis nous, on va continuer à faire des propositions parce que des fois on critique, mais très souvent on propose. Puis la réaction est toujours la même, là, il n'est pas content. Le service de police de Gatineau demande l'aide du public et des commerçants pour tenter de retrouver des billets de banque qui ont été dérobés lors d'un vol par infraction survenu le 12 septembre dernier dans le secteur Buckingham. Le vol aurait eu lieu entre 13h45 et 19h50 dans une résidence privée à proximité du poste de police de la rue Georges. Où les voleurs se seraient emparés d'un coffre-fort contenant 50 000 $ en argent comptant, soit des coupures de 10, 20, 50 et 100 $ en plus de 3 coffrets de bijoux. L'argent subtilisé était principalement des billets de 20 $ des éditions de 1954 et 1969. Les citoyens ou les commerçants qui remarqueraient ce type de billets sont priés de communiquer avec l'agent Pierre Chaillé au 819-243-2345, poste 6447. Pour la première année, l'Ami de l'Entraide, qui est la banque alimentaire des secteurs Buckingham, Masson-Angers, ainsi que des municipalités de l'Ange-Gardien et de Maillot, s'associe au Téléthon du Club Lyon, qui, on le rappelle, va avoir lieu sur nos ondes le 2 décembre prochain. En effet, la coordination des paniers de Noël remis aux personnes qui habitent en chambre va être faite par l'Ami de l'Entraide plutôt que par la Maison de la Famille, comme c'était le cas auparavant. Donc, les gens qui n'ont pas d'appartement et qui habitent dans une chambre et pension doivent communiquer au 819-281-3231 pour être en mesure de recevoir leur panier de Noël. Évidemment, certains critères doivent être respectés. La troupe d'animation Nomade, qui est solidement implantée dans le secteur de Masson-Angers depuis 2006 et qui propose toute une série d'activités pour les jeunes de 9 à 13 ans, vient de lancer un tout nouveau projet d'économie sociale pour financer les différentes activités de la troupe. En effet, on offre maintenant des forfaits d'animation scientifique hors du commun, autant pour les réunions familiales, les fêtes d'enfants, que pour les fêtes de quartier. Lors de ces activités, des savants fous viennent divertir les enfants, comme nous l'explique la coordonnatrice du projet Nomade, Isabelle Aubertin. Bien, en fait, on avait déjà un forfait d'animation qu'on offrait aux gens de la communauté, mais on a eu le goût de bonifier l'offre et aussi d'offrir ça aux familles de la région. Donc, l'animation scientifique, c'est quelque chose qui peut être offert dans les fêtes d'enfants à partir de 5 ans à peu près. On arrive, 2 savants fous, on fait des petites explosions, de la bave de crapaud. Les savants fous arrivent avec leur sucre d'ogre et leur chlorophylle de plantes carnivores. Puis, on amuse les enfants. C'est pour 1 heure. On a 2 forfaits pour 1 heure ou pour 2 heures, avec maquillage ou sans maquillage. C'est à la discrétion des gens. Donc, ça s'offre dans des fêtes de quartier, des fêtes communautaires, mais aussi dans les maisons pour des fêtes d'enfants. On peut noter que tous les fonds recueillis lors de ces événements servent à financer les animations gratuites offertes par la troupe tout au cours de l'année. Les élèves de l'école Monseigneur Charbonneau dans le secteur Buckingham ont déambulé dans les rues pour démontrer leur opposition à l'intimidation. Cette marche est organisée dans le cadre d'une semaine de sensibilisation à l'intimidation. Avant d'entreprendre leur marche, les quelques 160 élèves de l'école ont entamé en chœur une chanson composée spécialement pour eux par une musicienne de l'école. Ils ont par la suite entrepris un périple de quelques kilomètres dans les rues de Buckingham. La directrice de l'école, Chantal Gagnon, nous dit que la sensibilisation doit commencer à l'école primaire.
il faut comprendre qu'il se passait beaucoup de choses dans les écoles avant. C'est sûr que là, avec le plan d'action, on est allé un petit peu plus loin. C'est sûr qu'à l'école primaire, on est en prévention. On voit beaucoup plus d'intimidation à l'école secondaire. Chez nous, ça va bien. C'est pas on a beaucoup de facteurs de protection ici. Des parents qui s'occupent bien de leurs enfants, aussi une équipe école qui est très sensible à ça. Donc, c'était pas quand même une problématique chez nous. Par contre, il y a la cyberintimidation qui reste quelque chose de nouveau. Il faut éduquer nos enfants. Donc, comme je vous dis, nous sommes beaucoup en prévention. Puis je pense que la clientèle, en ce moment du primaire, lorsqu'elle va arriver au secondaire, va être beaucoup plus prête à faire face à ça que les enfants qui sont présentement au secondaire. Donc, c'est la visée, là. À compter du 25 novembre et ce jusqu'au 6 décembre prochain, ce sont les 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes. Malgré toutes les campagnes de sensibilisation, la violence envers les femmes est toujours bel et bien présente. Pour nous en parler, j'ai rencontré Jannick Fontaine de la Maison d'hébergement pour elles des Deux-Vallées un peu plus tôt cette semaine dans nos studios. Jannick Fontaine, depuis 1999, l'ONU a déclaré du 25 novembre au 6 décembre les 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes. Donc, 12 jours à travers lesquels on se rappelle que, bon, c'est important, là, cette non-violence-là envers les femmes. Vous avez devant vous une liste assez impressionnante de... Une affiche triste qui, depuis la tuerie de la Polytechnique, qui était en 89, qui termine les 12 jours, le 6 décembre, on a eu 973 décès, des femmes tuées et des enfants tués par des hommes ou des ex-conjoints ou des personnes inconnues. Ça, la liste n'est pas à jour, malheureusement, c'est depuis 2011. Donc, de 89 à 2011, il y a 973 femmes et enfants qui ont été tués. Donc, la violence existe encore. La violence existe encore. On parle de près de 1000 femmes qui ont été tuées en 20 ans. Et quand on parle de violence, on ne parle pas nécessairement simplement de violence physique. Il y a différentes formes de violence. Oui, évidemment. La violence physique, c'est celle qu'on parle le plus dans les médias, tout ça, qu'on véhicule. La loi aussi dit que la violence physique est criminelle, mais il y a aussi la violence sexuelle, économique, verbale, psychologique. Ça fait aussi mal. Parce que de toute façon, la violence physique, elle arrive dans un couple. Le meurtre est un peu différent. C'est sûr que si tu rencontres quelqu'un dans la rue et tu es tué, bon, peut-être les formes de violence ne sont pas toutes là. Par contre, quand tu vis de la violence physique dans une relation amoureuse, c'est parce que probablement que tu as tout vécu les autres formes de violence avant. On sait qu'il y a beaucoup de sensibilisation qui est faite contre la violence faite aux femmes, faite aux familles. Et pourtant, le phénomène, on a l'impression que ça semble même pas s'atténuer au fil des années. Comment on peut expliquer ce phénomène-là? Bien, moi, je pense que les femmes, les familles dénoncent plus qu'avant. Il y a plus de ressources. C'est même s'il manque de ressources, il faut quand même dire qu'il y a eu du développement au niveau du Québec, au niveau du Canada pour les ressources pour les femmes et les enfants qui sont victimes. Donc, peut-être que les personnes, les femmes ont plus de chances de dénoncer. Donc, peut-être qu'on a l'impression que le chiffre est aussi grand. Est plus grand, c'est-à-dire. Mais je pense que c'est juste une impression. La violence était là avant, elle est encore là, elle est plus dénoncée, puis tant mieux. Dans notre secteur, on n'y échappe pas. Vous êtes à la tête d'une maison d'hébergement, la maison d'hébergement pour elles des Deux-Vallées. Oui. Est-ce qu'on a des statistiques au niveau du nombre de femmes ou de familles qui vont justement aller se présenter à la maison? Tu vois, cette année 2011-2012, on a eu 65 femmes, 54 enfants hébergés seulement dans notre maison. On a eu 309 appels juste pour des consultations, pour parler. On a eu un taux d'occupation de 106 %. Donc, on dépasse toujours le taux d'occupation. Ça, c'est sans compter toutes les autres maisons sur le territoire. On dénombre 7 maisons d'hébergement dans la région de l'Outaouais. C'est énorme, puis elles sont pratiquement toujours pleines. Mais je ne veux pas dire que les femmes ne doivent pas appeler parce que les maisons sont toujours pleines, parce qu'on trouve toujours une ressource pour les femmes. C'est important qu'ils le sachent, parce qu'on a l'impression de dire aux femmes, n'appelez plus, on est plein. Au contraire, on continue de dénoncer, on continue d'appeler, on continue de développer les ressources. Puis on n'est pas obligé de vivre en maison pour recevoir les services. C'est important de savoir qu'on peut appeler puis avoir des services externes aussi. Et pour les familles, les femmes qui vont vivre justement en maison, j'imagine que c'est un milieu de vie qu'on tente de créer pour ces femmes-là. C'est comme ta maison. C'est ta maison, mais c'est un milieu sécuritaire.
C'est un milieu que tu t'en vas de ton milieu de violence pour vivre plus calme et plus serein, mais surtout un milieu sécuritaire. On parle de 12 jours d'action et évidemment, il doit y avoir des activités là, qui sont présentées au niveau du Québec, au niveau de la région ici. Ouais. Pouvez-vous nous parler un petit peu là, des activités qui vont avoir lieu justement? Oui. Le 6 décembre, qui termine les 12 jours, nous, on va faire un déjeuner de sensibilisation solidaire avec la REC et le Centre actuel, en collaboration avec elle. Ça va se faire au Maxime à Tursault, le restaurant à Tursault, parce qu'on dessert quand même la petite nation. Ouais. Donc, si vous voulez des billets, c'est 10 pour déjeuner. C'est une levée de fonds en même temps, c'est 5 qui va à l'organisme de la maison d'hébergement, puis 5 pour payer les frais, le coût du déjeuner. C'est le 986-2525. On peut se procurer encore des billets jusqu'au 1er décembre. Et il y a aussi une autre activité qui est un petit peu plus régionale, là, qui se passe, je pense, dans le secteur Hall. Oui, secteur Hall, à Gatineau, la vigile qui a lieu à tous les années, qui commémore, c'est le parc Mémoire d'elle, à midi, le 6 décembre. Je crois que c'est le coin Jacques-Cartier et Grébert, le parc Mémoire d'elle, pour se mémorer la tuerie de la Polytechnique et toutes les femmes décédées dans la région de l'Outaouais. Évidemment, on ne peut pas et on ne veut pas rester indifférent face à la violence qui est faite aux femmes, qui est faite aux enfants. Comment, dans notre quotidien, on peut tenter là, de la dénoncer, cette violence-là? Oui, en parlant. On banalise souvent, même les médias banalisent. C'est pas un fait divers, la violence conjugale. Hein, il faut la dénoncer. Plus que les gens ils vont la nier, plus ça va continuer, les inégalités vont continuer. Nous, on décide de porter le ruban blanc cette journée-là pour dénoncer, puis pour dire qu'on est pour la cause, pour dénoncer la violence conjugale, mais toutes les formes de violence qui est faite envers les femmes et les enfants. Donc, je vous invite, M. Pilote, à porter le ruban blanc pour les 12 jours, mais aussi de continuer tout au courant de l'année à dénoncer la violence faite aux femmes. Et des campagnes publicitaires, évidemment, là, qui vont être dans les médias pour les semaines, les mois à venir. Oui, certainement. Le gouvernement embarque aussi là-dedans parce qu'il voit que c'est une cause sociale, la violence envers les femmes. Donc, les maisons, les organismes. On ne veut pas que ce soit juste les organismes de femmes non plus qui dénoncent la violence envers les femmes. On a besoin de toute la population pour créer un changement social, sinon on ne pourra pas y arriver. Jean-Luc Fontaine, on va vous souhaiter un bon 12 jours et on va vous souhaiter que dans un avenir pas nécessairement trop éloigné, des maisons comme les vôtres ne soient plus nécessaires. Merci. Merci. Alors bonjour, ici Émilie Charon-Pilote pour la chronique communautaire. Aujourd'hui, j'interviewe Mme Lynne Couture, qui est présidente de l'Association des personnes exceptionnelles de Papineau. Bonjour, Mme Couture. Bonjour, Émilie. Alors, l'Association des personnes exceptionnelles de Papineau, qu'est-ce que ça fait au juste? C'est quoi sa mission? La mission, c'est surtout pour... on regroupe les personnes avec une déficience intellectuelle, âgées de 18 ans et plus. Et puis, on a le centre du jour, le centre Jean-Charlebois. Et puis, eux autres, ils vont là du lundi au vendredi, de 8 h à 3 h. Et puis, ça leur apprend, ils peuvent apprendre différentes choses. Il y en a, c'est pour le calcul, le français. Ils font des choses hors aussi, ça fait que c'est juste pour donner un bon répit aussi aux parents qui ont des enfants à la maison, ou même les familles d'accueil aussi qui hébergent des personnes avec une déficience intellectuelle. Cette association-là existe depuis 1965, donc ça fait presque déjà 50 ans. Comment est-ce que ça a commencé tout ça? C'est les parents qui avaient des enfants avec un handicap, et puis il n'y avait pas de place pour eux. Fait que là, ils ont communiqué avec la commission scolaire, et de là, ils ont commencé à faire des classes spéciales. Ça fait que là, les enfants, au moins, pouvaient aller là. Et puis, à l'âge de 18-20 ans, mais là, ils ne pouvaient plus aller à l'école. Fait que de là, ils ont créé un centre. Et puis, au début, c'était juste un centre pour des personnes avec l'handicap. Mais après ça, avec Jean Charlebois, qui a travaillé là comme moniteur pendant plusieurs années, puis est décédé. Fait que de là, on a nommé le centre Jean Charlebois. La PEP, comme on l'appelle, c'est un organisme communautaire, donc vous fonctionnez avec des subventions du gouvernement et avec des dons du public. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous là, dans les mois qui viennent? Justement, le mois d'octobre, on fait la levée de fonds. Et puis ça, on envoie des lettres à tous les commerces. Et puis il y a plusieurs personnes aussi qui sont au courant. Ils nous donnent des levées de fonds. Ils nous donnent l'argent. Et puis on fait aussi un spaghetti au mois de février.
Fait que ça, c'est pour aider aussi, parce qu'on parraine un club de hockey-ball, de joueurs de hockey-ball, des draveurs. Puis ça, c'est tout avec un handicap intellectuel. Et puis eux autres, ils vont au mois de mars à Drummondville pour un gros tournoi. Et puis là, ça l'aide à ramasser des fonds pour payer leur voyage. Ça sont quasiment une quinzaine de personnes quand même pour ça. Et puis nous autres, c'est pour continuer la survie du centre. Là. On a de l'argent du gouvernement, mais c'est pas assez pour pouvoir continuer à la survie du centre. Bien, merci beaucoup, Mme Couture. OK, merci beaucoup. Alors voilà, l'Association pour personnes exceptionnelles de Papineau ont besoin de votre aide. Alors, si vous voulez donner un don, vous pouvez composer le 819-986-5758. C'était Émilie Charon-Pilote pour la chronique communautaire. Et on parle maintenant sport avec notre gars des sports, François Croteau. Évidemment, François, on va commencer avec le week-end des Mustangs. Ça se resserre au niveau du classement. C'est un week-end, je dirais, particulier. C'était facile, difficile en même temps. Oui, bien, ça a été facile vendredi soir contre Metcalfe, 7-1, qui n'ont jamais été là, dans le match. Et ben, ça a été toute une autre histoire dimanche soir contre Renfrew. Ça s'est terminé par le pointage de 6-5. On est obligé d'aller jusqu'au tir de barrage pour départager. Alors, on voit là que dépendant de l'adversaire, dépendant aussi peut-être à quelle heure se joue la partie, puis qu'est-ce qui s'est passé le samedi soir, de toute façon, ça a une certaine influence. Mais de toute façon, on prend les 4 points, on met ça dans notre petite poche en arrière, comme on dit, puis on est bien content. Alors, c'est ça, au niveau classement, ben, on voit que c'est toujours aussi serré, même si les Mustangs ont repris une certaine avance au premier rang. Il faut mentionner que Ottawa South, si vous regardez, ils ont 31 points, mais avec le différentiel de parties à jouer, ils pourraient avoir 36 points s'ils les gagnent toutes. Donc, 36, 35, 32, donc ça va être très serré. Effectivement. Rapidement, au niveau des pointeurs, ben, on est encore en égalité là, entre Dominic Robinson des Mustangs et Brett Madigan de Perth. Les deux ont 46 points et il y a quand même Vincent Lauzon là, qui a 41 points. C'est bon pour le 6e rang. On se transporte maintenant du côté de Papineauville, toujours au hockey, les Vikings qui viennent d'embaucher un nouvel entraîneur. Oui, effectivement. Richard Jameson, qui agissait comme entraîneur cette année là, depuis le début de la saison, ben, a remis sa démission. Les raisons invoquées par M. Jameson, c'est que ça ne répondait pas à ses aspirations en tant qu'entraîneur. Lui se voulait beaucoup plus un entraîneur axé sur le développement du joueur et l'importance des pratiques. Et ben, naturellement, Papineauville, c'est quand même un petit peu loin de Gatineau. On sait que les joueurs, tous les joueurs ou la majorité vont à l'école à Gatineau. Donc, il y a quand même une question de transport. Donc, ça a penché beaucoup pour la balance. Il y a eu des blessés aussi au début de l'année. Les Mustangs, on a eu des blessés. On est allé piger dans son alignement. Alors, tout ça mis ensemble fait qu'il avait perdu un certain intérêt. Et ben, sans vouloir le critiquer d'aucune façon, ben, la direction a préféré se séparer, là, en venir à une entente. Et ben, c'est Grant French qui prend la relève. On sait que Grant, ben, bien connu ici dans le milieu du hockey, il a été président du hockey mineur pendant de nombreuses années. Il a également été l'entraîneur-chef du Midget 3A, l'Intrépide, et du Midget Espoir. Donc, c'est un retour pour lui et on lui souhaite bonne chance. On rappelle que présentement, les Vikings sont au 3e rang de leur division. Maintenant, du côté du hockey majeur, la Ligue junior majeure du Québec, les Olympiques, ça n'allait pas très bien et on est allé chercher un petit peu là, du talent local. On dirait que ça a peut-être replacé un petit peu les choses. Ben, on sait que là, les Olympiques, on le vend dans les voiles, là, 3 victoires à leurs 3 dernières sorties. Ils sont allés chercher Simon Tardif-Richard de Valleyfield 3A. Lui avait déjà joué une année complète avec Drummondville. Et aussi, Joey Brisebois. Lui aussi, les deux, c'est des anciens de l'Intrépide de Gatineau. Et ils reviennent jouer ici pour les Olympiques. Je pense que, en tout cas, Tardif Richard l'a bien dit dans le journal, dans le droit. Lui, il est extrêmement content. Il ne voyait plus ça. Il avait fait une croix sur la carrière junior. Parce qu'on sait, habituellement, dans le junior, on n'a rien qu'une chance.
Lorsqu'on y va, puis après ça, là, on est retranché, c'est très rare qu'on vient. Donc, on lui souhaite bonne chance, on lui espère de finir sa carrière ici à Gatineau, puis qui sait, peut-être pouvoir poursuivre là, dans le hockey. Et bonne chance aussi aux Olympiques qui semblent effectivement avoir le vent dans les voiles. On va souhaiter que ça continue. Dans les buts, là, le gardien là, a fait la différence, puis ça, c'est tellement important. Effectivement. Ouais. Mais un autre sport de glace, on passe maintenant au curling. On a un quatuor de Buckingham qui s'en vient à un championnat canadien. Oui, c'est le Dominion. Ça regroupe la crème des joueurs amateurs du pays. C'est le quatuor de Richard Faggy, Wayne Ruggles, Stéphane Paquette et Martin Patry du club de Buckingham. Ils représentaient le club de Buckingham au championnat provincial. Ils ont gagné. Donc, ça leur permet là, de s'en aller justement à Scarborough pour rencontrer aussi là, tous les champions amateurs. Il faut bien comprendre, là, il y a, dans les équipes, maximum un joueur qui peut avoir joué dans le calibre élite, là, du exemple le World Curling Tour. Les autres doivent être des joueurs amateurs. Donc, c'est quand même, c'est un peu comme le championnat amateur au golf. C'est de l'excellent curling. On les félicite parce que c'est la deuxième fois en 3 ans que ce sont eux qui représentent le Québec. Et on leur souhaite de ramener, je ne sais pas, là, le Dominion, ça doit être la feuille d'érable. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, en fait, effectivement, c'est ce qu'on va leur souhaiter. Oui. On reste sur la glace, on parle maintenant patinage artistique, on a des pirouettes de Valérie Crispin. Oui, c'est une jeune athlète de 16 ans du club de patinage artistique de Tursault qui se rapproche de son rêve, c'est-à-dire de participer au championnat canadien. Et pour ce faire, elle doit se qualifier. Et la rencontre, c'est justement là, ce qu'on appelle la rencontre Est-Ouest de patinage artistique. Et c'est une compétition naturellement extrêmement relevée parce que ce sont les espoirs. C'est extrêmement difficile de percer parce que souvent les jeunes en sont à leur première expérience. Elle, c'est son cas. Alors, si elle peut se classer parmi les 18 meilleurs, elle aura une chance là, de pouvoir faire le championnat canadien et ultimement de progresser là, au niveau national et même international. On sait que les Olympiques, c'est en 2014 à Sochi. Juste pour vous dire, c'est une élève qui fait sport-études à Nicolas Gatineau. Elle s'entraîne 15 heures sur glace par semaine. En plus d'avoir 3 heures hors glace. Alors, lorsqu'on regarde les sacrifices là, que ça demande, on la félicite, on lui souhaite bonne chance. Et je souligne également qu'il y a Samuel Anger, lui on le connaît, qui va représenter là, les seniors, et Stéphanie Marcus du côté des novices qui s'en vont là aussi dans ce défi-là Est-Ouest. Ouais, on ne réalise pas à quel point ce sont vraiment des athlètes, hein, c'est plus que quelques petites pirouettes et quelques... Ouais, effectivement. On voit l'effort qu'il y a en arrière de ça. Tout à fait. Vous voulez maintenant nous parler ce qu'ils font la Gatineau-Lopette, la conférence de presse, ça s'en vient bientôt? Oui, c'est ça. Et en même temps, ils ont annoncé en primeur que la vague A, donc pour l'élite, dans le 55 km là, du parcours linéaire Lac-Philippe, est sanctionné par Ski de fond Canada. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça va permettre aux skieurs qui viennent ici d'accumuler des points au classement de la liste des points canadiens qu'on appelle. Et ça, c'est très intéressant. Donc, on peut s'attendre à ce que, lors de la course, on ait une classe élite extrêmement relevée. Alors, cette édition-là ça sera inauguré en 2013 lors de la 35e. C'est la première fois, naturellement, qu'ils ont cette sanction-là. Et à ce moment-là, ça entraîne aussi la présence de bourses. Il y aura 1 200 $ remis au premier et des bourses de 600 et de 200 $ au deuxième et troisième. On parle maintenant boxe. On va avoir des galas rapidement qui vont se présenter du côté du casino du Lac-Philippe. Effectivement, si les négociations achoppent, c'est le clan Eye of the Tiger, dirigé par Camille et Stéphane, qui aimerait revenir au casino du Lac-Limy. On sait que ça fait 7 ans depuis le dernier gala de boxe qui avait été présenté à l'époque par Jim, le groupe Yvon Michel. Alors, on n'a pas encore la date, mais ça serait le 26 janvier ou le 2 février. Et c'est dirigeants qui se battraient à la carte principale. C'est le numéro 2 du WBC. Alors, c'est à suivre là, dans les prochains jours. Et en terminant rapidement, les Tigres cadets qui s'en vont nous représenter en fin de semaine. En fin de semaine, au Collège Saint-Jean-Vianney, c'est ce qu'ils appellent l'interrégional. C'est l'équivalent du bol d'or, si on veut, pour la catégorie cadet. Alors, on souhaite bonne chance. On souhaite effectivement bonne chance aux Tigres. Voilà, merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine, mardi prochain, pour une nouvelle émission d'Infomag. Mon nom est Michel Pilote, au nom de toute l'équipe.
Passez une bonne fin de soirée sur nos ondes. À mardi prochain.